Et salut, si vous venez pour la chronique 15, pour 89, c'est pas bon, hein, parce que c'était la deuxième opération du dos et j'ai pas joué. Salut les players et bienvenue dans En Replay numéro 10. Nous sommes le mardi 8 juin et hier nous avons eu une journée assez sympathique avec un match de dingue entre Novak Djokovic et Lorenzo Musetti qui a fait 2 sets, les 2 premiers sets assez incroyables. Je pense qu'il jouait un tout petit peu au-dessus de son niveau, mais on a vu un Novak Djokovic un petit peu embêté. Et suite à cela, à 2-7-0, les deux joueurs sont allés dans les vestiaires se changer et tout d'un coup on a vu un Novak Djokovic complètement différent qui a changé tactiquement, qui a attaqué, qui a frappé dans tous les sens. Ça lui a permis de revenir très rapidement et malheureusement, Lorenzo Musetti s'est blessé et a dû abandonner. Nous avons eu aussi un match qui était très intéressant avec Coco Gauff, 17 ans, qui a joué 11 jabbers et qui a gagné en moins d'une heure 6-0, 6-2. Alors au programme, bien sûr, nous avons l'invité du jour et nous allons revenir sur la deuxième partie de l'interview de Guy Forget. Restez avec nous parce que ça va être très sympathique. Nous aurons après la data du jour et pour terminer, le courrier des lecteurs. Allez, on y va. Je pense que Roland Garros, de notre génération, c'était encore plus quelque chose d'incroyable qu'aujourd'hui. Pour nous, à l'époque, il y avait le football et le tennis, point barre. Il y avait pas. Aujourd'hui, il y a des tas de sports. Tu as les Tony Parker, tu as le basket, tu as les rugbyman, tu as le handball, Karabatic, tu as plein de stars, plein de sports très médiatiques. À l'époque, en France, tu avais le Tour de France avec Bernard Hinault, tu avais le football. À l'époque, en Marseille, c'était Josip Skoblar, Magnusson, et tu vois, c'était une grande équipe de l'OM. Puis il y avait le tennis, quoi. Et le tennis, c'était l'époque de Björn Borg, qui était probablement, même peut-être encore plus médiatique à ce moment-là que Federer l'est aujourd'hui. Borg, c'est lui qui a rendu le tennis planétaire à cette époque-là. Donc, de se retrouver dans cette niche de joueurs professionnels, c'était incroyable. Donc Roland Garros, pour nous, j'ai l'impression que c'était quelque chose d'incroyable. C'était le tournoi qu'on rêvait tous de jouer un jour. Et puis, tu te souviens, c'était quoi nos références, nous, à l'époque? Il y avait Yannick, mais avant Yannick, il n'y avait que François Geoffrey, un petit peu. Les Marcel Bernard, les Mousquetaires, Yvon Petra. Ouais, non, on n'avait pas de... C'était loin, quoi. Donc nous, on allait un peu dans l'inconnu. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes qui arrivent, je pense à Hugo Humbert, à Hugo Gaston qui a bien joué l'année dernière, ils ont comme référence les Tsonga, les Simon, les Gasquet, les Monfils, et puis avant les Butch, les Pioline, les Santoro, et puis les Grosjean, Clément, et puis après les Toi, moi, Tulane et Yannick. Donc ils ont l'impression, les jeunes aujourd'hui, qu'ils sont dans la suite logique de ce que nous on a fait. Donc ça a été fait, ça peut se refaire, puis il y en a d'autres qui l'ont fait derrière. Maintenant c'est notre tour. Nous, on était un peu dans l'inconnu, quoi. Les joueurs français de tennis, ils faisaient pas partie du top 10 mondial, quoi, tu vois. Yannick, c'est le premier, finalement. Yannick, c'est le premier qui a... Bien sûr. Je trouve qu'il y a... Et nous, on le regardait comme un martien, parce qu'il faut savoir que notre modèle, c'était un mec qui faisait 1m92, qui était black, qui avait 1 mètre de détente verticale, qui roulait en Ferrari et qui sortait avec les top modèles. Donc pour nous identifier, nous jeunes blancs becs français, de milieu un peu privilégié, avec plein de doutes et de l'acné sur le visage... Je dis, mais c'est un martien, quoi. Alors on essayait de l'imiter, on essayait de s'entraîner comme lui, mais il était tellement puissant, fort à l'entraînement que putain, avec Agel, on tirait la langue, on n'arrivait pas à suivre ce qu'il faisait, tu te souviens? Je suis d'accord. Aujourd'hui, tu vois Gilles Simon, quand tu es Hugo Humbert, tu dois te dire, ouais, Gilles Simon, il y arrive, pourquoi j'y arriverai pas, moi? Tu vois, Gilles Simon, il est pas très grand, pas très costaud, et le mec, il fait une carrière incroyable. Il était top 10 mondial, il a joué le Masters. Donc tout est faisable aujourd'hui quand tu vois les anciens joueurs français, ce qu'ils ont pu faire. Regarde, t'as vu ce que j'ai retrouvé? Elle est pas belle celle-là. Alors non, elle n'est pas cassée, non, elle n'est pas tordue. C'est le concepteur qui était un peu un géo trouve-tout à l'époque, qui était un peu tordu, mais qui était un homme qui a été un peu à l'origine du tennis, du palmarès du tennis français. Il s'appelle René Lacoste. Vous le connaissez tous pour son fameux crocodile qu'il a apposé sur toutes ses chemises, et une marque qui est aujourd'hui mondialement connue. Et un jour, il me dit, écoutez Guy, voilà, j'ai un nouveau prototype, j'aimerais vous essayer de raquette. Alors je dis, oui, René, avec plaisir, donnez-les-moi. Non, je voudrais vous les... C'est très confidentiel, elle est très spéciale cette raquette. Et un matin, il me donne rendez-vous à 8h30 au Racing Club de France, dans le bois de Boulogne, et dans une petite housse zippée, il se tourne pour voir si personne nous regardait, et il me sort ça. Donc je ne sais pas si vous voyez la forme de la raquette, on a l'impression qu'on a mis un coup à gauche, un coup à droite, qu'elle est tordue, et on dirait plus une guitare, quoi. Une guitare qu'une raquette. Et j'ai tellement de respect, d'admiration pour ce monsieur, qui par ailleurs a gagné Roland Garros, Wimbledon, la Coupe Davis, un champion hors norme.
je lui dis, bon écoutez René, oui, je veux bien l'essayer. Écoutez, je l'ai faite à vos côtes, avec votre grippe, votre cordage, votre tension, votre équilibre. Tapez quelques notes et dites-moi ce que vous en pensez. Et là, j'ai un préjugé tellement négatif sur la raquette que je me dis, oh là, bon, allez, par correction, je vais le faire, mais enfin avec sa casserole, là, je vais essayer déjà de la mettre au côté du filet. Voilà. Et je tape, et finalement, à chaque coup, je me dis, c'est pas mal, mais c'est même très bien. Bah, c'est pas moins bien que la mienne, que j'ai. Ma vieille Lacoste, enfin mon ancienne Lacoste. En étant très honnête avec lui, je dis écoutez René, franchement, je la trouve très très bien. Alors il m'explique pourquoi cette forme-là, il y avait un côté très étudié. Écoutez, je vais vous en faire préparer quelques-unes de plus. J'aimerais qu'un jour vous l'essayiez en tournoi, peut-être à la fin de la saison. Quelques semaines plus tard, je décide et je l'appelle et je lui dis écoutez, je vais l'essayer, comme j'en ai 5 ou 6. Je vais partir en tournoi avec et je vais l'essayer. Et là, il est extrêmement surpris. Il me dit mais vous êtes prêt déjà à faire ce pari? Je dis oui, je suis prêt à l'essayer. Je crois qu'on est en 1990 à ce moment-là. Et là, ça marche. Et là, ça fonctionne. Et en 91, donc je gagne le tournoi de Sydney. Je fais ma meilleure saison puisque je gagne 6 tournois du Tour cette année-là, dont 2 Master 1000. La Coupe Davis, on reviendra peut-être dessus un peu plus tard. Et donc cette raquette, non seulement marche très bien, je pense pas mieux que mon ancienne, mais en tout cas pas plus mal. Et là, tout d'un coup, je deviens presque son fils adoptif, grâce à cette raquette. Bah, c'est marrant, je ne vais pas te poser la question, qu'est-ce que tu faisais il y a 30 ans, le 1er décembre? Bah oui. Bah, c'est fou parce que souvent je raconte aux gens, quand on est tout jeune, on joue au tennis, pourquoi? Bah parce que Ludo jouait, parce que tes parents jouaient, mon père était prof. Et puis tout d'un coup, un jour tu es sélectionné en équipe de France de Coupe Davis, tu gagnes tes premiers matchs, et puis un jour tu te retrouves en finale. Et je crois que pour toi comme pour moi, ça s'est passé un peu comme ça finalement. On se retrouve en finale et on se dit waouh, on joue les Américains, ça fait 59 ans que la France attend ça, et l'équipe américaine, elle est plus forte que nous. C'est tellement d'émotions parce que c'est un rêve d'enfant qui se réalise, c'est une aventure de copains, c'est des doutes, c'est des peurs, c'est un véritable esprit d'équipe qui fait qu'à un moment donné, la coupe, on la ramène à Paris. Tu n'as pas serré la main d'un joueur. À un moment, dans ma carrière, peut-être quelqu'un, tu serres la main à tout le monde. Toujours. Mais il y a un seul mec, tu vas pas serrer la main. Il y a un seul à qui j'ai pas serré la main, c'est Pete Sampras, effectivement, après le fameux 4e point à Lyon. Et parce que tout simplement, vous m'avez pas laissé le temps, quoi. Je suis tombé comme un sac de pommes de terre, étalé sur le terrain, libéré de la fatigue, du stress et de la tension de ce fameux 4e match. Puis Yannick m'a soulevé, tu es arrivé, Frédéric Roche est arrivé, Arnaud Beuch, Fabrice Santoro, enfin tout le monde. Puis Sampras, il a dû attendre 10 secondes au bord du filet. Il dit attends, j'attends qu'il fasse les guignols et toute la bande là. Et puis les guignols, après tout le monde est arrivé et puis voilà, ça s'est pas fait. Donc et toi, tu as fait quand même une reconversion exceptionnelle en étant directeur de Roland-Garros, directeur de Bercy, capitaine de Coupe Davis en ayant gagné, en Fed Cup et gagné une Fed Cup. Pas mal. Tout jeune, j'aurais pas imaginé faire ça. Avec du recul, tu sais, quand on joue le temps du Senior Tour, d'ailleurs c'est drôle parce que parfois, donc tu dis, à la gauche de cet arbitre, Guy Forget, qui a gagné 11 titres sur le circuit ATP, 28 titres en double, il était numéro 4 mondial. Alors tu dis, c'est pas mal. Mondial en double. Et d'un coup, tu entends de côté John McEnroe, ancien numéro 1 mondial, 77 titres en simple, 77 titres en double, il a gagné la Coupe Davis à 5 reprises. Et là, tu dis, oh la vache. Quand je vois Nadal qui gagne Roland-Garros, déjà 13 reprises, série en cours, c'est pas terminé. Non. Je pense pour moi que c'est l'exploit sportif, tout sport confondu, le plus incroyable qui ait jamais été fait. Quand tu sais la difficulté que c'est de gagner un tournoi comme ça, en 5-7, pendant 15 jours, avec cette soif de victoire, comme un jeune premier qui a sa wildcard pour la première fois, avec cette rage de vaincre, tu te dis, mais comment il fait, quoi? L'autre jour, je parle avec lui, je lui dis, comment va ton golf? Pour ceux qui connaissent le golf, oui. Il m'a dit 2,8 il y a quelques mois, et puis il me dit, là, en ce moment, j'ai joué, j'ai fait quelques bonnes parties, je suis plus 1,5. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il joue mieux que le par, il est mieux que Scratch, donc il est moins 1,5. Et là, je lui dis, non, t'es sérieux? Il me dit, oui. Il me dit, ça va devenir dur maintenant d'améliorer ce classement. Et je lui dis, mais t'as un métier en dehors de joueur de golf? Tu fais quoi dans la vie? Il y a la pêche aussi, il aime bien la pêche aussi. Il aime bien la pêche. Non, mais donc c'est un gars qui, à mon avis, quand il aborde d'autres activités, il le fait avec le même souci du détail, la même minutie, la même soif de réussir.
où est-ce qu'il Donc, va chercher ouais. ça, quoi? Ça dépasse l'entendement. Bon, tu viens de parler golf. Ouais. Je sais que tu es un fou de golf parce que tu joues très très bien et tu t'entraînes en cachette. D'ailleurs, moi, je suis obligé de m'entraîner pour pouvoir maintenant, parce que j'organise aussi des événements de golf. Tu as une autre passion, Le surf, le surf. Tu surfes toujours autant? quand tu habites entre Ouais. le en Suisse, au canton de Vaud, et de temps en temps Paris, ou les voyages que l'on fait à New York ou ailleurs, c'est vrai que c'est pas simple, mais j'essaie tous les ans de faire un ou deux voyages. Alors, ça a été en Indonésie, ça a été en Australie, ça a été aux Maldives, ça a été dans différents pays où il y a des vagues extraordinaires. Donc il y en a qui sont passionnés par la pêche à la mouche, d'autres par la peinture, certains la musique. Moi, c'est d'aller de temps en temps avec des copains, avec Vicente Lizarazu, d'ailleurs que tu connais bien aussi, qui est passionné par ce sport, pour voyager et essayer de surfer des vagues. Alors j'ai pas le gabarit pour, il faut être petit, il faut être souple, et je suis grand, raide, donc c'est pas l'idéal. Je connais. Voilà, tu connais. Je connais Mais c'est bon, c'est un sport, je trouve, magique, tout comme le golf du reste, hein. C'est des sports qui n'ont rien à voir, mais dans lesquels je me ressource, et j'ai l'impression de pouvoir encore un peu progresser. Eh bien, Guy, je voulais te remercier. Ah bah écoute, Merci. c'était un plaisir. Tu sais, on aurait pu parler pendant 3 heures comme ça. Là, le problème, c'est qu'après, il va falloir Faire couper au montage. Non, qu'on mette des batteries supplémentaires. Eh bien, merci, ma poule. Bah écoute, ma poulette, à très vite dans les allées, hein, de Roland-Garros, ça va venir vite. Bah oui. La data du jour, elle est assez simple. En 2016, il y a eu 4500 raquettes de cordée. En 2020, nous sommes à 6000 raquettes. Vous savez pourquoi? Parce que les joueurs demandent beaucoup plus de raquettes. Qui dit cordage, dit raquettes. Et vous savez quelle est la joueuse qui utilise le plus de raquettes? Eh bien, c'est Serena Williams avec 10 raquettes. Et pour finir cette data cordage, on utilise 55 km de cordage. Ça équivaut à 1,5 fois la longueur du périphérique de Paris. C'est pas dingue ça? Rafael Nadal, il montre un tennis incroyable. Je ne sais pas comment il fait. Il frappe de plus en plus fort, il est de plus en plus rapide. Peut-être une blessure, mais pour l'instant, il est encore là, le taureau. Hein. C'est une belle question, Étienne. Mais oui, bien sûr, j'aimerais bien organiser un tournoi afin de récolter des fonds pour, bien sûr, pas mal d'associations. Et ça nous manque. Ça fait bientôt 1 an et demi, 2 ans qu'on joue plus trop d'exhibitions. Donc si vous pouvez vraiment organiser ça, ça serait grand plaisir. Bah tiens, t'as qu'à m'aider, Étienne. On va le faire ensemble. On doit prendre exemple sur Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal et tous les autres joueurs, bien sûr. C'est indéniable la façon dont ils se préparent, que ce soit mentalement, physiquement, tout au long de l'année. Je rêverais d'être à cette époque-là, cette génération-là, de pouvoir bien sûr m'entraîner. C'est ce qu'on faisait à l'époque aussi. On allait jouer avec les meilleurs joueurs du monde. Je sens que tu m'aimes bien, Étienne. Je sens que tu veux qu'on partage cette victoire de cette Coupe Davis il y a 30 ans. Mais oui, on va organiser quelque chose. Je veux organiser quelque chose, mais je ne vous en parle pas pour l'instant, parce que c'est un petit secret. Mais c'est vrai qu'on va faire quand même une belle petite fête, parce que 30 ans, c'est tellement important pour nous tous, et puis pour passer un bon moment. Eh bien voilà, en replay, c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Je vous donne rendez-vous demain à 10h30, comme d'habitude. Et pour finir, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Ciao!